Je suis rentré chez moi pour trouver mes serrures changées. Mon frère a dit, « Papa m'a laissé la maison, tu as 24 heures pour partir. » Les voisins ont regardé pendant que ma sœur emballait mes affaires. La police a dit que c'était une affaire civile. J'étais sans abri. Puis l'avocat de mon père est arrivé et a dit 5 mots, et la pièce est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me tenais sur le perron de ma propre maison, ma clé inutile dans la main, tandis que mon frère Wesley souriait derrière la porte que j'avais franchie pendant 32 ans. Le vent d'octobre transperçait mon gilet d'enseignante, celui avec l'imprimé à pommes que mes élèves adoraient, mais le froid qui se propageait dans ma poitrine n'avait rien à voir avec la météo. « Papa m'a tout laissé », dit Ramona, Wesley, de sa voix douce, comme s'il concluait une de ses ventes de voitures. « Tu as 24 heures pour récupérer tes affaires. » Derrière lui, je pouvais voir ma sœur Judith retirer mes livres des étagères, celles que papa et moi avions construites ensemble l'été dernier, quand ses mains étaient encore assez stables pour tenir un marteau. Elle les jetait dans des sacs poubelles comme si c'était des ordures, et non les premières éditions que papa avait mis des années à collectionner pour moi dans les vides-greniers et les ventes aux enchères. Wesley, c'est insensé. Ma voix se brisa alors que Madame Patterson, la voisine, sortait sur son porche, prétendant arroser des fleurs mortes depuis septembre. Je vis ici. Je me suis occupé de papa pendant 5 ans. Et maintenant, papa n'est plus là. Wesley ajusta sa montre de luxe, celle dont il s'assurait que tout le monde sache qu'elle coûtait plus que mon salaire d'enseignante. Il a enfin retrouvé la raison avant de mourir. Il a réalisé que tu n'étais qu'une sangsue vivant de sa pension pendant que nous autres, nous construisions quelque chose de nos vies. Monsieur Yamamoto, de l'autre côté de la rue, vérifiait sa boîte aux lettres pour la 3e fois. Et les enfants Henderson avaient arrêté leur balade à vélo pour nous dévisager. Tout le quartier me regardait me faire expulser de la maison de mon enfance par mon propre frère. Où suis-je censé aller? La question sortit plus faible que je ne l'aurais voulu, comme si j'avais de nouveau 8 ans, demandant à Wesley pourquoi il m'avait enfermé hors de la cabane dans l'arbre. « Ce n'est pas mon problème, » dit Wesley. Peut-être que si tu avais passé moins de temps à jouer à l'infirmière et plus de temps à te construire une vraie carrière, tu aurais des options. Judith, ça prend encore longtemps? Judith apparut dans l'embrasure de la porte avec un autre sac poubelle. Celui-ci était rempli de ce qui semblait être mes vêtements d'hiver. Elle évita mon regard, poussant simplement le sac vers moi comme si j'étais une étrangère dans un centre de dons. Pas sa petite sœur qui lui tressait les cheveux avant l'école. Tes affaires de première nécessité, dit-elle doucement. Vêtements, articles de toilette, ton matériel pédagogique. Wesley dit que nous enverrons le reste plus tard. Judith, s'il te plaît. Tu sais que ce n'est pas juste. Tu étais là quand papa m'a fait promettre de ne jamais le laisser seul. Tu l'as entendu. Elle se détourna, mais je surpris une lueur de culpabilité dans ses yeux. Wesley a le testament, Ramona. C'est légal. Papa l'a signé. Il y a 2 mois, quand il peinait à se souvenir du jour qu'on était, criai-je maintenant, me fichant que tout le quartier puisse entendre. Quand il était sous tellement de morphine qu'il m'appelait maman. Wesley s'avança, me forçant à reculer sur le perron que j'avais aidé papa à peindre au printemps dernier. Attention, Ramona. La diffamation est une accusation grave. J'ai des témoins qui diront que papa était parfaitement lucide quand il a signé. Et j'ai déjà appelé la police pour les informer de la situation. Ils ont dit que c'est une affaire civile, alors ne pense même pas à essayer de faire une scène. Une voiture de police passa à ce moment-là, ralentissant juste assez pour que l'agent nous regarde, fasse un signe de tête à Wesley et continue sa route. Wesley sourit, ce même sourire cruel de quand il me maintenait au sol et me chatouillait jusqu'à ce que je pleure, pour ensuite dire à maman que je faisais du cinéma. 24 heures, Ramona, dit-il en commençant à fermer la porte. Après ça, tout ce qui reste deviendra la propriété de la succession, c'est-à-dire la mienne. Oh, et n'essaie pas les portes du sous-sol ou de derrière. Nous avons changé toutes les serrures. La porte se referma avec un clic qui sonna comme la fin de tout. Je restai là, tenant 2 sacs poubelles contenant ma vie. Tandis que la maison où j'avais grandi, la maison où maman m'avait appris à faire de la soupe, où papa m'avait aidé avec mes devoirs d'algèbre, où j'avais soigné mon père durant ces derniers mois, devenait soudain un endroit où je n'étais plus la bienvenue. Je marchai jusqu'à ma voiture, une Honda vieille de 15 ans avec un chauffage qui cliquetait, et jetai les sacs sur la banquette arrière. Madame Patterson était rentrée, mais je pouvais voir son rideau bouger. Monsieur Yamamoto était toujours près de sa boîte aux lettres, figé comme s'il ne savait pas s'il devait aider ou se cacher.
Les enfants Henderson s'éloignèrent rapidement à vélo quand je regardais dans leur direction. Je m'assis au volant, les mains tremblant trop fort pour insérer la clé dans le contact. À travers la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir Wesley et Judith s'agiter, décidant probablement quelles affaires de papa vendre en premier. La fenêtre où papa m'attendait quand je rentrais de l'école, même quand j'avais 38 ans et que j'enseignais moi-même. Il me faisait signe de cette fenêtre chaque matin quand je partais et chaque après-midi quand je revenais. Mais je ne savais pas alors ce que je sais maintenant. Je ne savais pas que papa avait eu 3 coups d'avance sur Wesley depuis le début. Je ne savais rien du coffre-fort caché, du vrai testament, ou de la caméra qui avait tout enregistré. Je ne savais pas que dans moins de 48 heures, le sourire de mon frère disparaîtrait pour toujours quand l'avocat de la succession de mon père, Maître Foxworth, entrerait dans la maison parfaite de Wesley et prononcerait seulement 5 mots qui changeraient tout. À ce moment-là, assise dans ma voiture avec tout ce que je possédais dans 2 sacs poubelles, je ne savais qu'une chose. Mon père m'appelait son rayon de soleil. Et un rayon de soleil trouve toujours son chemin à travers les nuages. Wesley pensait m'avoir enfermé dehors, mais il avait oublié que papa m'avait appris à toujours garder des doubles des clés dans des endroits inattendus. La question était de savoir si je les trouverais à temps. 3 semaines plus tôt, je corrigeais des tests d'orthographe à la table de la cuisine quand l'appel est arrivé. C'était un mardi, 15h47, je m'en souviens parce que je venais d'écrire « Excellent » sur la copie de Timmy Morrison, qui avait enfin réussi à écrire « Nécessaire » correctement après avoir peiné dessus tout le mois. Le téléphone sonna avec cette tonalité stridente et urgente qui, d'une manière ou d'une autre, vous fait comprendre que tout est sur le point de changer. Est-ce que je parle à Ramona Thorne? La voix était professionnelle, mais douce. Le genre de voix que les gens prennent quand ils sont sur le point de vous annoncer une nouvelle qui va vous briser. Oui, c'est elle. Ici l'hôpital Merci Général. Votre père, Theodore Thorne, a été admis il y a environ 1 heure. Il a eu une crise cardiaque massive. Vous devriez venir tout de suite. Le stylo rouge tomba de ma main, roulant sur le test d'orthographe parfait de Timmy, laissant une longue ligne rouge comme une blessure. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'à l'hôpital, mais je me souviens de l'odeur de la salle d'attente, ce mélange de désinfectant et de désespoir, et de la façon dont Wesley est arrivé dans sa BMW, encore en tenue de golf, agacé d'avoir été arraché à son club de sport. Papa est parti avant le coucher du soleil. La voisine, Madame Patterson, l'avait trouvé dans son jardin, affalé sur ses précieux plants de tomates. Il était si fier de ses tomates cette année, il avait prévu de les inscrire au concours agricole du comté. Les infirmières ont dit qu'il tenait encore 3 tomates rouges parfaites quand les ambulanciers sont arrivés, comme s'il avait été en train de choisir les meilleures pour le dîner. Je vivais avec papa depuis 5 ans à ce moment-là, depuis mon divorce avec Robert. Ce qui devait être quelques semaines pour me remettre sur pied s'était transformé en toute autre chose quand j'ai réalisé que papa avait besoin de moi. Pas de manière dramatique au début, juste de petites choses. Il oubliait de déjeuner, laissait la cuisinière allumée, manquait ses médicaments. L'homme qui avait élevé seul 3 enfants après la mort de maman, qui avait travaillé 30 ans à distribuer le courrier à travers les blizzards et les vagues de chaleur, s'effaçait lentement comme une vieille photographie. Wesley avait appelé ça profiter dès le début. Tu as 38 ans, Ramona, tu vis dans ta chambre d'enfant comme une sorte de raté, avait-il dit quand j'avais emménagé. Il vivait à 15 minutes de là, dans une maison avec 6 chambres et un garage pour 3 voitures. Mais rendre visite à papa 1 fois par mois pendant 1 heure était sa limite. Il se présentait, généralement avec un gadget coûteux que papa n'utiliserait jamais, se plaignait que la maison avait besoin de rénovation, puis repartait pour un autre mois. Judith était meilleure, mais pas de beaucoup. Elle passait toutes les 2 semaines, généralement en route pour faire visiter des maisons à des clients, son blazer d'agent immobilier impeccable et son sourire de circonstance. Elle apportait des biscuits achetés en magasin en prétendant qu'ils étaient faits maison, papillonnait autour de papa pendant 20 minutes, lui demandant s'il avait besoin de quelque chose tout en consultant son téléphone, puis se précipitait vers un autre rendez-vous. Mais elle s'arrêtait toujours à la porte pour me demander « Ça va ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas trop pour toi ?» Comme si s'occuper de notre père était une sorte de fardeau au lieu d'un privilège. Mais ces 5 années avec papa ont été tout pour moi. Chaque matin commençait de la même manière. Je descendais à 6h30 pour le trouver déjà dans la cuisine, essayant de faire du café avec des mains tremblantes. Je prenais le relais, le préparant exactement comme il l'aimait, 2 sucres, un nuage de lait, remué dans le sens anti-horaire parce que c'est comme ça que maman le faisait. Nous nous asseyions ensemble pendant que je me préparais pour l'école. Et il me racontait des histoires sur sa tournée de facteur.
Les mêmes histoires que j'avais entendues 100 fois, mais que je ne me lassais jamais d'entendre. Les soirées étaient consacrées à regarder Jeopardy ensemble. Papa criait de fausses réponses avec une confiance absolue pendant que je corrigeais des copies. Il m'aidait à créer des plans de cours, suggérant des livres qu'il pensait que mes élèves de CM1 adoreraient. Fais-les tomber amoureux de la lecture, Mona, disait-il. Un enfant qui lit devient un adulte qui pense. La dernière année avait été plus difficile. La confusion légère était devenue une démence modérée. Les mains stables qui avaient construit la moitié de nos meubles peinaient maintenant avec les boutons. L'homme qui avait mémorisé chaque adresse de sa tournée de facteurs se perdait en allant à l'épicerie du coin. Mais il y avait encore des moments parfaits, cristallins et précieux, comme la nuit avant sa mort, quand la morphine s'était suffisamment dissipée pour qu'il me voie vraiment, et il m'avait serré la main avec une force surprenante. « Mona », avait-il dit, utilisant mon surnom d'enfance. « Tu as été mon rayon de soleil. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu es revenu quand j'avais le plus besoin de toi. Ce n'est pas un échec, ma chérie. C'est de l'amour. » Je l'avais embrassé sur le front, lui avais dit de se reposer, que je le verrais le lendemain matin. Je n'avais aucune idée que moins de 24 heures plus tard, il ne serait plus là. Et que dans 3 semaines, je serais sur son perron pendant que Wesley changerait les serrures de la seule vraie maison que j'ai jamais connue. Les funérailles furent modestes, exactement comme papa l'aurait voulu. Ses amis de la poste formèrent une aie d'honneur d'hommes aux cheveux gris qui avaient tous des histoires sur Theodore Thorne, le facteur qui n'avait jamais manqué un jour en 30 ans. Ils l'appelaient Teddy le Constant, et chacun me serra la main avec le même message, « Votre père était le meilleur homme que j'ai jamais connu. » Wesley fit un éloge funèbre qui ressemblait à une présentation PowerPoint. Il parla de l'éthique de travail de papa, de sa ponctualité, de sa contribution à la société en tant que fonctionnaire fédéral. Pas un mot sur la façon dont papa nous avait appris à faire du vélo sur le parking du cimetière parce que c'était l'endroit le plus sûr, ou comment il était resté éveillé toute la nuit quand Judith avait eu une pneumonie, chantant les vieilles chansons que maman chantait. Wesley mentionna la responsabilité 4 fois et l'amour pas une seule. Judith pleura joliment dans un mouchoir en dentelle, positionné parfaitement pour que tout le monde puisse voir son chagrin sans que son mascara ne coule. Elle portait une robe noire de créateur qui coûtait probablement plus que la pension mensuelle de papa et consultait son téléphone même pendant la cérémonie. Quand ce fut mon tour de parler, je lus simplement le poème préféré de papa, celui que maman avait écrit sur sa carte d'anniversaire l'année avant sa mort. Ma voix ne se brisa qu'une seule fois, sur le verre parlant de rentrer à la maison. Après la cérémonie, alors que les invités mangeaient des sandwichs au jambon au sous-sol de l'église, Wesley m'accapara près de la cafetière. « Nous devons discuter de la succession, Ramona. La maison, les économies de papa, ses prestations de retraite. Wesley, nous l'avons enterré il y a 1 heure. Il faut bien que quelqu'un soit pragmatique. La maison vaut au moins 300 000 $ sur le marché actuel. Divisé par 3, c'est une somme importante. » Il sortit son téléphone, me montrant une application immobilière. « J'ai déjà fait faire des estimations informelles. » « Tu as fait estimer la maison pendant que papa était en train de mourir ? » « Je l'ai fait estimer il y a 6 mois quand il est devenu clair que l'état de papa ne s'améliorait pas. Ça s'appelle de la planification, Ramona. Quelque chose que tu pourrais comprendre si tu avais déjà possédé un bien immobilier au lieu de vivre au crochet des autres. » J'ai eu envie de lui jeter le café au visage, mais Madame Patterson regardait, et papa aurait été mortifié. Au lieu de ça, je suis parti, laissant Wesley là avec son téléphone et ses calculs, dépensant déjà l'argent d'une maison qui sentait encore l'après-rasage de papa. Pendant les 3 jours suivants, j'ai essayé de revenir à la normale. Mon directeur, Monsieur Goldman, un homme bon qui avait aussi perdu son père récemment, m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Mais j'avais plus besoin de mes élèves de CM1 que de congés. Leurs mains collantes et leurs sourires édentés étaient les seules choses qui semblaient encore réelles. Ils m'ont fait des cartes avec des lettres à l'envers et trop de paillettes. Et Suzy Chen m'a apporté un ours en peluche parce que les ours font les meilleurs câlins quand on est triste. Wesley a commencé sa campagne immédiatement. Il s'est présenté à la maison le lendemain des funérailles avec un serrurier, disant qu'il voulait sécuriser la propriété. J'étais assise dans le fauteuil de papa, portant son vieux gilet, quand je les ai entendus à la porte. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je change les serrures. On ne peut pas avoir des gens au hasard avec des clés qui accèdent aux actifs de la succession. Je ne suis pas des gens au hasard. Je vis ici. Pour l'instant, dit Wesley, regardant le serrurier travailler, mais ça va changer.
Je suis allé voir l'avocat de papa. Enfin, l'avocat qu'il utilisait pour les choses de base. Apparemment, papa est allé le voir récemment pour quelques changements. Mon estomac se noie. Quel genre de changement? Tu le sauras bien assez tôt. C'était lundi. Le mercredi, Judith était là aussi, prenant des photos de chaque pièce, mesurant les fenêtres, parlant de mise en scène et d'attrait extérieur. Le marché est parfait en ce moment, n'arrête-t-elle pas de dire. On pourrait mettre en vente d'ici novembre, conclure avant Noël. Je vis ici, je n'arrêtais pas de répéter comme un disque rayé. Wesley dit que papa a pris des dispositions, répondit Judith, sans me regarder dans les yeux. Il dit que papa sentait que tu avais assez profité. Profité? Je lui essuyais le visage quand il ne pouvait pas tenir une cuillère. Je le nettoyais quand il avait des accidents. Je lui tenais la main à chaque rendez-vous chez le médecin quand vous deux étiez trop occupés pour venir. Tu as aussi vécu sans payer de loyer pendant 5 ans, interrompit Wesley depuis l'embrasure de la porte. Manger sa nourriture, utiliser ses services publics, conduire sa voiture quand la tienne est tombée en panne. Papa a finalement réalisé que tu n'allais jamais partir, jamais faire quelque chose de ta vie. Alors il a fait le choix difficile. Jeudi matin, je suis parti pour l'école à 7h15 comme toujours. J'ai enseigné à mes élèves l'émergence des papillons de leur chrysalide, je les ai aidés avec les fractions, j'ai supervisé leur répétition pour la pièce d'Halloween. J'étais rentré à la maison en pensant à ce que j'allais préparer pour le dîner, oubliant un instant que papa ne serait pas là pour le partager. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que ma clé ne tournait plus, et que Wesley est apparu avec son sourire cruel et son ultimatum de 24 heures, faisant de moi une étrangère à ma propre porte. J'ai passé cette nuit-là dans ma voiture, garée sur le parking de l'école primaire Sherwood, où les lumières de sécurité me faisaient me sentir moins seul. Les sacs poubelles de mes affaires étaient assis sur la banquette arrière comme des passagers, et je serrais la tasse à café de papa dans mes mains, qui sentait encore faiblement son dernier café du matin. La batterie de mon téléphone est morte vers minuit, ce qui fut une bénédiction car cela m'a empêché d'appeler Wesley pour le supplier. La température est descendue près de 0. Je me suis enveloppé dans les 3 pulls que Judith avait emballés, me demandant si elle savait que j'en aurais besoin tous en même temps. Chaque fois que je m'assoupissais, je me réveillais en sursaut, pensant entendre papa réclamer ses médicaments du soir, puis je me souvenais qu'il n'en aurait plus jamais besoin. À 5h du matin, je suis entré dans l'école avec ma clé d'enseignante et je me suis lavé le visage dans les toilettes du personnel. Mon reflet ressemblait à un fantôme, les yeux rouges et le visage creusé. Mais j'ai mis du maquillage de la trousse d'urgence que je gardais dans mon bureau et j'ai enfilé la robe de rechange que j'avais heureusement laissée dans le placard de ma classe. Au moment où le directeur Goldman est arrivé à 6h30, j'étais à mon bureau en train de préparer des plans de cours comme si c'était un vendredi ordinaire. « Ramona, vous êtes là tôt. » Je voulais prendre de l'avance, dis-je, forçant un sourire qui me donnait l'impression de briser du verre. J'ai enseigné toute la journée en pilote automatique, aidant Kevin avec ses multiplications, écoutant Maria lire, prétendant que tout était normal alors que mon monde entier s'était effondré. Pendant le déjeuner, je me suis assise dans ma voiture et j'ai appelé 3 avocats. Les 2 premiers n'ont même pas voulu fixer de consultation sans une provision de $1000. Le 3e, un homme à la voix lasse nommé Peterson, m'a écouté pendant 5 minutes, puis a dit « Contester un testament peut prendre des années et coûter des dizaines de milliers de dollars. Si votre frère a un document signé et que vous n'avez aucune preuve de coercition ou d'incompétence, vous vous engagez dans une bataille difficile. Je suis désolé. » Pendant la surveillance de la récréation, en regardant les enfants jouer à la marelle sur des cases que j'avais peintes moi-même au printemps dernier, quelque chose que papa disait souvent me revenait en mémoire. Mona, je ne suis pas un homme riche, mais je suis un homme préparé. Il disait ça chaque fois qu'il vérifiait les provisions pour les tornades, testait les détecteurs de fumée ou mettait à jour ses dossiers dans le vieux classeur en métal. Préparé. Papa était toujours préparé. Il avait des plans de secours pour les plans de secours. Il gardait des piles supplémentaires dans des tiroirs étiquetés, de l'argent liquide d'urgence dans des boîtes de café, et des papiers importants dans le coffre-fort ignifuge au sous-sol. Le coffre-fort ? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Wesley avait changé les serrures des portes principales. Mais avait-il pensé à la porte du sous-sol, celle derrière le buisson de forsythia envahissant que nous n'utilisions jamais, sauf quand papa devait sortir la tondeuse à gazon? J'ai attendu jusqu'à 19h, sachant que Wesley serait à son club de sport pour le dîner du vendredi. Il était prévisible comme une horloge, ne manquant jamais sa réservation habituelle où il pouvait parader avec Nora et parler des chiffres trimestriels de sa concession.
Judith serait en train de faire visiter des maisons jusqu'à la tombée de la nuit, puis rentrerait dans son appartement vide avec son vin et ses émissions de télé-réalité. Je me suis garé à 2 rues de là et j'ai traversé le jardin des Henderson, m'excusant silencieusement de cette intrusion. Le buisson de Forsythia m'a égratigné les bras alors que je me frayais un chemin jusqu'à la porte du sous-sol. Mes clés fonctionnaient encore. La serrure était vieille, installée quand Reagan était président, et Wesley avait oublié son existence. Le sous-sol sentait 40 ans de vie. Vieille peinture, sciure de bois, le faible parfum des conserves de maman datant de plusieurs décennies, et l'odeur de l'après-rasage Old Spice de papa qui semblait s'être imprégnée dans les murs. J'ai utilisé la lampe de poche de mon téléphone, n'osant pas allumer l'ampoule du plafond qui pourrait alerter les voisins. Derrière le chauffe-eau, exactement là où papa me l'avait montré l'année dernière, se trouvait le coffre-fort. Juste au cas où, mon rayon de soleil, avait-il dit alors, me faisant répéter la combinaison 3 fois. Ton anniversaire, l'anniversaire de ta mère, l'année où nous avons acheté cette maison. Le coffre s'est ouvert au premier essai. À l'intérieur se trouvaient des papiers d'assurance, l'alliance de maman dans sa boîte en velours, et une enveloppe Kraft avec mon nom écrit de la main soignée de papa, pour Ramona. À n'ouvrir qu'en cas de besoin. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La première chose était une carte de visite, Foxworth et associés, droit des successions. Au dos, de l'écriture tremblante de papa, il sait tout. Fais-lui confiance, papa. Le deuxième élément m'a fait m'asseoir sur le sol froid du sous-sol. C'était un autre testament, daté exactement une semaine avant celui que Wesley m'avait montré, dûment notarié, avec Madame Patterson et Monsieur Yamamoto comme témoins. Celui-ci me léguait la maison, avec 50 000 $ chacun pour Wesley et Judith provenant de ses économies. Mais le troisième élément changeait tout. Une clé USB avec un post-it, Mona, si tu lis ceci, c'est que Wesley a montré son vrai visage. J'ai installé une caméra dans ma chambre quand j'ai commencé à être confus. J'avais besoin de savoir ce qui se passait pendant mes mauvais moments. Je suis désolé que tu aies à voir ça. Sois forte, mon rayon de soleil. PS Foxworth a des copies de tout. Je suis restée assise dans ce sous-sol, entourée d'ombre et de souvenirs, et pour la première fois depuis la mort de papa, j'ai souri. J'ai appelé maître Foxworth depuis le parking de l'école à 7 h du matin le samedi. Sa secrétaire m'a dit qu'il était complet, mais quand j'ai mentionné Theodore Thorne et que c'était urgent, elle m'a mise en attente. 30 secondes plus tard, Foxworth lui-même était au bout du fil. Ramona, votre père m'avait dit que vous appelleriez peut-être. Pouvez-vous être à mon bureau dans 1 heure? Gerald Foxworth ressemblait exactement au genre d'avocat auquel papa ferait confiance. Cheveux argentés, portant un gilet plutôt qu'une veste de costume, avec des photos de ses petits-enfants couvrant son bureau. Il s'est levé quand je suis entré, me serrant la main avec les siennes, et ses premiers mots furent « Votre père était l'un des hommes les plus remarquables que j'ai jamais connus. » Je lui ai tout montré, le testament que Wesley avait utilisé, le vrai testament du coffre-fort et la clé USB. Il l'a branché sur son ordinateur et nous avons regardé ensemble. La vidéo était granuleuse, mais assez claire. On y voyait Wesley dans la chambre de papa. Papa était soutenu dans son lit, visiblement sous l'effet de lourds médicaments. L'horodatage indiquait qu'on était 2 mois plus tôt, pendant la pire période de papa, lorsque les analgésiques le rendaient incohérent. Signe juste ici, papa, ordonnait la voix de Wesley. C'est pour ta procuration médicale. Où est Mona? La voix de papa était pâteuse, confuse. Je veux Mona. Elle est au travail. Signe juste ici. Ça n'a pas l'air juste. Qu'est-ce que je signe? Papa, signe, c'est tout. L'infirmière attend. La vidéo montrait Wesley guidant la main de papa, forçant le stylo à tracer la signature. Les yeux de papa étaient vagues, sa tête retombant contre l'oreiller. Après avoir obtenu la signature, Wesley a rangé les papiers dans sa mallette et est parti sans même ajuster les oreillers de papa ni vérifier son nom. Maître Foxworth a mis la vidéo en pause et a enlevé ses lunettes pour les nettoyer, bien que je soupçonne que c'était pour se donner un moment. Votre père est venu me voir la semaine suivante, dit-il doucement. Il se souvenait d'avoir signé des papiers, mais ne se rappelait pas quoi. Il était terrifié que Wesley ait fait quelque chose pour vous déshériter. C'est à ce moment-là que nous avons rédigé le vrai testament avec des témoins de confiance. Donc le testament que Wesley a est frauduleux. Pire, c'est de la maltraitance de personnes âgées, de la fraude, un faux et usage de faux, et de la coercition. Votre frère pourrait faire face à des poursuites pénales. Il se pencha en arrière dans son fauteuil. Votre père soupçonnait que cela pourrait arriver.
Il a dit que Wesley posait des questions sur la succession depuis des mois, le pressant de changer les choses. Il a dit, et je cite, « Mon fils mesure l'amour en dollars, mais Ramona le mesure en moments. » Nous avons passé l'heure suivante à élaborer une stratégie. Foxworth a passé plusieurs appels, dont un au bureau du procureur et un autre au service de protection des adultes. Puis il m'a regardé avec un sourire paternel et a dit, « Il est temps de rendre visite à votre frère. Nous devons tous les trois être là. Appelez vos frères et sœurs. » La maison de Wesley était un monument à sa réussite, des angles vifs et des baies vitrées. Le genre d'endroit qui rend bien en photo mais qui semble froid à vivre. Il a ouvert la porte en jean de marque et en polo qui coûtait plus que ce que je gagnais en une journée. « Ramona, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ses yeux se sont rétrécis quand il a vu Maître Foxworth. « Et qui est-ce » ? Wesley Thorne. « Je suis Gerald Foxworth, je représente la succession de votre père et votre sœur. Pouvons-nous entrer ?» La femme de Wesley, Nora, est apparue, parfaitement coiffée, même un samedi matin. Son visage était un masque de botox et de suspicion. « Wesley, que se passe-t-il » ? « Rien, chérie. Juste une confusion à propos de la succession de papa. » Ramona a du mal à accepter la réalité. Nous nous sommes assis dans leur salon qui ressemblait à une salle d'exposition de meubles. Tout était blanc, chromé et inconfortable. Judith est arrivée 15 minutes plus tard, essoufflée et inquiète, Wesley lui ayant envoyé un texto pour qu'elle vienne immédiatement. « C'est du harcèlement », commença Wesley, son assurance de vendeur toujours intacte. « Le testament est clair, déposé au tribunal. Ramona doit accepter que papa a fait son choix. » « Quel testament ?» demanda M. Foxworth agréablement. « Celui que vous lui avez fait signer alors qu'il était sous morphine ou le vrai qu'il a déposé avec moi la semaine précédente ?» La couleur quitta le visage de Wesley comme de l'eau s'écoulant d'un évier. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai lancé la vidéo. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la voix confuse de papa me réclamant, du ton autoritaire de Wesley, du grattement d'une signature forcée. Le hoquet de surprise de Nora fut aussi vif qu'un verre qui se brise. Judith se couvrit la bouche de ses deux mains. Quand la vidéo s'est terminée, Maître Foxworth a prononcé 5 mots qui ont tout changé, c'est de la maltraitance et de la fraude. Wesley bondit sur ses pieds, son calme soigneusement construit se fissurant enfin. C'est sorti de son contexte. Papa voulait faire des changements. Il m'a dit que Ramona le saignait à blanc. Votre père était sous 60 mg de morphine quand vous l'avez forcé à signer, dit calmement Maître Foxworth. Ses dossiers médicaux montrent qu'il était à peine conscient ce jour-là. Pendant ce temps, j'ai une vidéo de lui dans mon bureau une semaine plus tôt, parfaitement lucide, avec le certificat de compétence mentale de son médecin, énonçant explicitement ses volontés. Judith prit enfin la parole, sa voix petite et brisée. « Wesley, tu as dit que papa voulait ça. Tu as dit que Ramona le manipulait. » « Je protégeais nos intérêts, » cria Wesley. « Elle a vécu là-bas gratuitement pendant 5 ans. » Tout en étant payée comme son aide-soignante, interrompit Maître Foxworth en sortant un dossier. « Votre père lui a versé un salaire sur ses économies. Tout est documenté, légal et déclaré aux impôts. Elle ne vivait pas gratuitement. Elle travaillait 24 heures sur 24. » Nora se leva lentement, son sang-froid parfait se fissurant comme de la porcelaine chère. « Wesley, est-ce que c'est vrai ? Tu as falsifié le testament de ton père. Tu as commis une fraude. » Wesley se tourna vers elle, les mains tendues. « Nora, chérie, tu ne comprends pas. C'était pour protéger ce que nous avons construit. Notre style de vie, notre avenir. » Notre style de vie, elle recula. « Tu veux dire le style de vie construit en volant ton père mourant et en mettant ta sœur à la rue ?» Elle me regarda alors, me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. « Ramona, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. » Maître Foxworth sortit son téléphone. « Monsieur Thorne, nous avons 2 options. Je peux appeler le procureur maintenant et vous pouvez leur expliquer cette vidéo, ou nous pouvons résoudre cela discrètement. Votre sœur obtient la maison comme votre père l'entendait. Vous restituez tous les actifs que vous avez déjà pris et vous vous retirez. Vous avez 60 secondes pour décider. » Wesley s'effondra dans son fauteuil en cuir blanc, son visage vieillissant de 10 ans en 10 secondes. « C'est du chantage. » « Non, » corrigea Maître Foxworth. « Le chantage, c'est menacer de révéler quelque chose pour obtenir un avantage. Ceci, c'est la conséquence. 50 secondes. » « Wesley, » murmura Judith. « Accepte, s'il te plaît. »
N'avons-nous pas fait assez de dégâts? Wesley regarda autour de sa pièce parfaite, sa femme horrifiée, sa sœur qui avait enfin trouvé du courage, et moi. D'accord, je signerai tout ce que vous voulez. La paperasse a pris 3 heures. Wesley a cédé la maison, a rendu les 17 000 $ qu'il avait déjà retirés des comptes de papa et a accepté de ne jamais contester le vrai testament. Quand nous sommes partis, Nora était au téléphone avec quelqu'un, parlant à voix basse et pressée. Leur divorce serait prononcé 6 mois plus tard, et elle lui prendrait la moitié de tout. Cet après-midi-là, je me tenais dans la maison de papa, ma maison maintenant, avec Madame Patterson et Monsieur Yamamoto. Ils étaient tous les deux au courant du vrai testament depuis le début. Votre père nous a fait promettre, a dit Madame Patterson en me serrant fort dans ses bras. Il a dit que si Wesley essayait quoi que ce soit, nous devions attendre que vous trouviez le coffre-fort. Il a dit que vous trouveriez la solution parce que vous étiez la plus intelligente. Monsieur Yamamoto a hoché la tête, son visage habituellement sévère s'adoucissant. Votre père. Il dit Wesley intelligent avec argent, mais vous intelligente avec cœur. Cœur plus important. 3 mois plus tard, j'avais retransformé la maison en un foyer. Mes élèves venaient pour du soutien scolaire dans la salle à manger où papa m'aidait à faire mes devoirs. J'ai planté de nouvelles tomates dans son jardin en utilisant les graines de sa dernière récolte. Chaque dimanche, Judith venait dîner, et nous reconstruisions lentement notre relation autour des recettes de maman et des histoires de papa. J'ai été si faible, dit Judith un soir, pleurant dans son café. Wesley me donnait toujours l'impression que je devais choisir un camp, et il était si convaincant. Papa ne m'a jamais fait me sentir spécial comme il te faisait te sentir spécial, et j'étais jalouse. Papa nous aimait tous différemment, lui ai-je dit, en lui tenant la main sur la table où nous avions partagé des milliers de repas étant enfant. Il savait juste que j'avais plus besoin de lui, et il avait besoin de moi. La chute de Wesley fut complète et rapide. La nouvelle de ce qu'il avait tenté de faire se répandit dans son club de sport. Les ventes de sa concession automobile chutèrent lorsque les clients apprirent qu'il avait escroqué son père mourant. Il déménagea dans un autre état, recommença à zéro, mais j'ai appris par Nora qu'il avait des difficultés. Elle m'a envoyé une carte de Noël cette année-là avec une seule ligne. Votre père serait fier de vous. J'ai trouvé un dernier cadeau de papa en nettoyant son placard. Dans sa vieille gamelle de l'époque où il était facteur se trouvait une enveloppe marquée « À ouvrir un mauvais jour ». À l'intérieur, il y avait une lettre de son écriture tremblante. Ma fille rayon de soleil, si tu lis ceci un mauvais jour, souviens-toi que les tempêtes passent, mais que l'amour reste. Je sais que Wesley causera probablement des problèmes. Il est en colère depuis la mort de ta mère. En colère que l'amour ne soit pas quelque chose qu'on peut acheter, vendre ou échanger. Judith suit la force, et Wesley a l'air fort. Mais toi, ma Mona, tu es forte. La maison est à toi parce que tu en as fait un foyer. L'argent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu étais là chaque matin avec mon café, chaque soir avec tes histoires sur tes élèves. Tu m'as donné un but quand je pensais n'en avoir plus aucun. Je suis fier de la réussite de Wesley et de l'ambition de Judith, mais je suis admiratif de ta gentillesse. Ne laisse personne te faire sentir petite pour avoir choisi l'amour plutôt que l'argent. Ton père dévoué, Théodore. PS Les tomates pousseront mieux si tu leur chantes des chansons. Ta mère le faisait toujours. Maintenant, je m'assois dans le fauteuil de papa chaque matin, buvant un café préparé dans le sens anti-horaire, corrigeant des copies tandis que le soleil se lève sur son potager. Les serrures que Wesley a changées ont disparu, remplacées par des neuves. Et je garde des doubles des clés chez les voisins qui ont été témoins de la vérité. Parfois, le meilleur héritage n'est pas l'argent ou la propriété, mais de savoir qu'on a été vraiment aimé. Et parfois, quand quelqu'un essaie de vous exclure de votre propre vie, il suffit de se souvenir où sont cachées les vraies clés. Papa avait raison. Il n'était pas un homme riche, mais il était un homme préparé. Et grâce à cette préparation, l'amour a triomphé de la cupidité. La vérité a triomphé du mensonge. Et j'ai pu garder la maison où sa mémoire vit dans chaque recoin, chaque lever de soleil, chaque tomate parfaitement cultivée. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'amour est plus fort que la cupidité. Avez-vous déjà fait face à une trahison familiale qui s'est transformée en une victoire inattendue? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux, et vos expériences aident les autres à savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et si vous voulez plus d'histoires sur les familles, la justice et le triomphe de la vérité sur la tromperie, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. N'oubliez pas,
Parfois les batailles les plus difficiles sont avec les personnes qui devraient nous aimer le plus, mais la vérité a une façon de trouver la lumière. Jusqu'à la prochaine fois, merci de votre écoute.